Comment se construire quand on grandit auprès d'une maman touchée par une maladie psychique? Dans cet épisode d'Audace, Caroline, fondatrice de la marque de bijoux Tango Charlie, partage avec une sincérité bouleversante son histoire familiale et l'impact profond qu'a eu la maladie de sa maman sur son enfance, son adolescence et sur sa vie de femme. Elle raconte le chaos, la résilience, les choix qu'elle a dû faire et comment la maternité lui a permis de se reconstruire et de transmettre une autre forme d'amour et de sécurité à son fils. Et si vous allez jusqu'au bout de l'épisode, vous découvrirez comment Caroline a quitté le monde du prêt-à-porter pour créer Tango Charlie, sa marque de bijoux, et comment son parcours de vie a nourri son aventure entrepreneuriale. Bonne écoute! Bonjour Caro, bonjour Caroline. Merci de m'accorder un peu de temps aujourd'hui, de venir jusqu'à moi pour cette interview. Écoute, avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui? Ok, alors je suis la créatrice des bijoux Tango Charlie. J'ai lancé cette marque il y a 5 ans, pendant le Covid, après avoir carrément claqué la porte à une carrière dans le prêt-à-porter. Et je suis donc entrepreneur et j'adore cette nouvelle vie. J'ai envie de dire que professionnellement, je suis enfin heureuse. Mais il m'aura fallu du temps parce qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans. Et j'ai enfin trouvé ma voie et ma marque de bijoux m'exalte et me fait vivre des aventures incroyables. Et même si c'est dur, s'il faut pas non plus édulcorer l'histoire. On va y venir en détail. Voilà, sur ce déclic, ce tournant dans ta carrière, cette reconversion. Tu as quitté le monde de la mode après 17 ans. C'est ça, si oui. je ne me trompe pas, oui, voilà. J'ai hâte qu'on creuse un petit peu. Oui, parce que c'est être dans l'instabilité non-stop, mais en même temps, c'est gai aussi parce que cette instabilité amène des succès. Et quand on vit un succès, c'est fou, c'est très gai. Mais voilà, je suis très contente et je vois ma marque de bijoux grandir de plus en plus et ça c'est gai, quoi. C'est très chouette. De ça, t'es maman? Oui, tout à fait. Je suis maman de Charlie. Il a 5 ans aujourd'hui et je suis en couple et voilà. Donc j'ai ma petite famille et tout roule. J'imagine Tango Charlie, mais j'imagine que c'est lié. Donc, évidemment. Peut-on jumper directement sur ça, sur le Bien nom sûr, de ta marque? Le nom de ma marque, Tango Charlie, ça vient en fait forcément du prénom de mon fils. Je voulais absolument que ma marque porte le prénom de mon fils parce que les deux sont nés en même temps, donc ça me paraissait logique. Voilà. Ouais. Je fais une parenthèse, c'est vrai que souvent quand on est enceinte, tout à fait, ou en postpartum, il y a la créativité. Incroyable. Ouais, j'ai la même chose avec Audace. Audace est né quand mon fils est né. Il y a énormément de femmes qui se reconvertissent ou qui lancent quelque chose ou qui trouvent l'inspiration de quelque chose à cette période-là de la vie. Tout à fait. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est fou. Comme le mindset peut changer et t'amener à des choses incroyables. Donc je trouve ça fou. Donc voilà, il fallait que la marque porte son prénom absolument. Et en fait, quand j'étais petite, je faisais du bateau avec mon grand-père et Charlie est la 3e lettre de l'alphabet aéronautique. Je vais pas faire toute l'alphabet, mais alpha, bêta, Charlie, la 3e lettre. Donc voilà, Charlie, c'était sûr. Il fallait qu'il y ait un autre mot avec Charlie. J'ai retourné l'alphabet aéronautique dans tous les sens. Et puis le T, Tango Charlie. Et quand tu regardes mon logo, c'est un petit radar. Voilà, et donc, tout est lié. Tout est lié et je suis très contente de ce nom. Je sais pas, je me souviens du jour où je l'ai trouvé, de ce que j'étais en train de faire et ça a été une espèce d'évidence. Je me suis dit, ah oui, c'est trop chouette. Voilà, c'est ça. Tu vois, comme tu peux d'un coup, j'imagine que tu as eu la même chose avec Audace. Moi, j'avais Audace, c'est vrai que j'ai retenu en plusieurs lettres. Voilà. Parce que AU existait déjà, mais en fait, j'ai brainstormé des jours, mais je sens comme toi, avec plein de monde pour trouver un nom sympa pour un podcast. Et d'un coup, ça vient. Ouais, mais je pouvais plus en démordre. Voilà. C'était Audace, c'était évident. Pareil pour moi. Voilà. Donc, et je pense qu'une fois qu'on est ancré dans des choses, c'est déjà un super départ, quoi. Se dire, allez, j'ai un super nom, j'y crois à fond, et puis voilà. Tu parles de ta famille, t'en parles beaucoup, ton grand-père, ton fils. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur ta famille, ta vie de famille, ta vie d'enfant? Ok. On va parler de choses difficiles. Mais je l'ai dit en introduction. Oui. C'est des sujets tout à fait sensibles. Exactement. Je suis née en 82. Je vous laisse faire le calcul pour savoir quel âge j'ai aujourd'hui. D'une famille tout à fait modeste et d'un couple de parents
qui dès le départ ont eu une relation je t'aime moi non plus. Donc ils se sont, avant que je naisse, séparés plusieurs fois, remis ensemble, etc. Finalement ils se sont mariés et pour faire court, je suis née 9 mois pile poil après leur mariage. Voilà. Puis là, j'ai aucun souvenir de tout ça évidemment. Ensuite, malheureusement, quand j'ai eu 5 ans, ma petite sœur est née. Elle s'appelait Céline et elle est décédée. Oui, je vais dire pourquoi tu dis malheureusement. Oui. Et donc, je pense que ça doit être une épreuve pour des parents dont on ne se remet jamais. Ça, c'est évident. Maintenant que je suis maman moi-même, exactement. Rien que d'en parler, tu vois, j'ai déjà les larmes qui me montent aux yeux. Ça doit être quelque chose. Enfin, ça doit être un traumatisme que tu gardes à vie. Tu peux pas te remettre de ça. Ça doit être pour moi, je pense que c'est la pire des épreuves que tu puisses vivre dans une vie. Je te rejoins 100%. Et donc voilà. Donc ma maman a mis au monde un petit bébé qui était à l'époque pas viable. Ils ont tout fait. Ils ont fait des opérations, etc. Elle avait des malformations. Je passe les détails. Voilà. Et puis pour finir, ils ont arrêté de s'acharner. On va dire les choses très clairement. Et ma petite sœur est décédée et ma mère est rentrée à la maison avec un couffin vide. Et pendant des années, il y a eu dans notre maison une chambre d'enfant intacte pendant des années. Et voilà. Ça a déchiré le couple de mes parents complètement. Et c'est normal parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être que des auditeurs pourront nous le dire. Mais à l'époque, on disait aux mamans et aux papas qui perdaient un enfant, faites-en un deuxième directement. Refaites un enfant. Je vais appeler ça un enfant sparadrap. Pour vous remettre de votre traumatisme, il faut s'y remettre tout de suite. Je ne sais pas du tout si c'est encore le cas aujourd'hui. Aucune idée. Et donc, ma mère a demandé à mon père, qu'est-ce qu'on fait ? On s'y met tout de suite. Et mon père a dit non. Et ma mère ne lui a jamais pardonné parce qu'elle avait besoin de ça pour s'en remettre. Et mon père a bloqué en disant je ne me sens pas capable de revivre ça, je suis traumatisée et surtout je suis trop vieux pour refaire encore un enfant. On arrête là, focus sur Caroline, moi. Parce que moi aussi j'ai vécu ça, j'étais petite, j'ai des souvenirs de ça, mais vagues. Et voilà. Donc premier déchirement, premier moment ultra dur de la vie et traumatisant pour tout le monde, clairement. Bien sûr. Ensuite, ils sont restés ensemble. Et là, ça a été une relation très bizarre entre eux. J'ai compris seulement à l'âge adulte qu'en fait, ma maman trompait mon papa et qu'elle m'utilisait un peu comme l'alibi de ces tromperies. Donc, il faut se remettre dans les années 80. Nous n'avions pas ces fameux téléphones portables. Il y avait que le téléphone fixe qui était dans le salon, à la maison. Et moi, j'étais, à l'époque, je devais avoir 7 ou 8 ans. Dès que le téléphone sonnait, je courais vers le téléphone pour décrocher et dire « Bonjour, à qui ai-je l'honneur ?» J'adorais faire la secrétaire et décrocher le téléphone. Je trouvais ça génial, comme tous les enfants de l'époque. Voilà. Oui, et je passais la ligne à mon père ou à ma mère. C'était forcément pas pour moi, mais pour eux. Mais j'adorais faire ça. Et ma mère m'avait briefé et m'avait dit « Si un tel téléphone, tu dois dire que maman n'est pas là ou qu'elle rappellera plus tard. » Et en fait, c'était ses amants. Mais ça, j'ai compris que après. Donc voilà, tu vois, donc déjà, je grandissais dans un environnement pas très sain. Maman était déprimée. On avait tout mis sur le dos du décès de ma sœur. Donc elle restait des heures et des heures dans son lit. Elle s'occupait pas beaucoup de moi. Très vite, j'ai dû apprendre à me faire à manger plus ou moins toute seule. Donc je me nourrissais de croque-monsieur, de Kellogg's, de trucs que je trouvais dans le frigo. Voilà, j'ai jamais eu une alimentation très, très saine. Et donc encore aujourd'hui, ça me suit. Parce que je mange comme un enfant. Tu m'emmènes au restaurant, j'ai plus envie de prendre les boulets de sauce tomate du menu enfant que le bar grillé avec les petits légumes sautés du menu adulte. Tu vois, c'est des petites choses qui sont restées comme ça. Et après ça, voilà, j'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas vraiment de... Comment je vais dire ça, d'amour entre deux. Donc par exemple, quand j'allais en week-end chez mes cousins, mes cousines ou des copines et que je voyais 2 adultes le matin se faire un petit bisou, ça va ma chérie, tu as bien dormi, je restais stoïque à dire mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font un bisou, mais pourquoi ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Tu vois, ou voir 2 adultes que je connaissais se tenir la main en rue, pour moi c'était choquant. Oui, terrible. Et j'ai compris ça plus tard, je me dis en fait c'était ma réalité qui n'était pas la bonne et la vraie vie c'était ça, c'était de s'aimer, d'être gentils l'un avec l'autre. Donc voilà. Et puis j'ai eu 13 ans.
J'allais rentrer en humanité et je suis partie un week-end à la mer avec mes cousins et mes cousines. Et tu sais, les week-ends à la mer entre cousins et cousines, c'est tout à vélo. On a fait du bowling, on a été dans la mer, on a marché des kilomètres sur la plage. Enfin, très sportif, très comme tous les week-ends à la mer à l'époque, quoi. Et je suis rentrée le dimanche soir et j'avais très mal à mon tibia droit. Okay. Mes parents étaient tous les deux kinés, donc j'ai soulevé mon jeans. J'ai montré à mon père, j'ai dit, papa, regarde, j'ai un truc bizarre à ma jambe. Ironie du sort, c'était un collier de perles, si tu veux, de boules sous ma peau, à la verticale, sur tout mon tibia. Et j'ai vu à la tête de mon père que c'était grave. Ouais. Il m'a dit, mais t'as mal? Alors il a commencé à m'ausculter et j'ai hurlé de mal. Il m'a dit, oula, là, il y a quelque chose qui va pas. Écoute, va dormir. Demain matin, on ira à l'hôpital. Comme il était kiné, branle-bas de combat, il a fait jouer son agenda, enfin ses connaissances, son carnet d'adresses, pardon, et il a réussi à avoir le matin même un rendez-vous chez un radiologue. Ma mère est venue avec moi, et mon père aussi. Le radiologue a fait la radio, et je m'en souviendrai toute ma vie. Il est sorti du cabinet avec les larmes aux yeux en disant « C'est grave, c'est une tumeur ». Non. Oui. En fait, j'avais... Pour parler simple, je vais pas rentrer dans les termes techniques et médicaux. J'avais si tu veux, une tumeur qui mangeait l'os de mon tibia. Et j'étais au bord d'une énorme fracture. Et c'est sorti à cause du fait que j'avais eu un week-end un peu plus sportif que d'habitude. Ah mince. Et donc voilà, panique à bord. Ouais. Je me souviens que ma mère était assise à ma gauche, elle s'est effondrée en larmes. Mon père savait plus parler. Enfin, on a compris qu'il y avait un truc grave. Donc là, mon dossier a fait le tour de plusieurs médecins en Belgique. Il y a eu plusieurs diagnostics. On parlait de cancer, de tumeur, enfin les démos graves. Moi, j'étais ado, toute jeune ado, enfin 13 ans, entre l'enfance et l'adolescence, quoi, première humanité. Là, j'ai plus été à l'école parce que je pouvais plus marcher, je pouvais plus déposer ma jambe par terre. Chaque pas que je faisais sur le sol me rapprochait d'une énorme fracture qui allait être catastrophique. Il fallait m'opérer en urgence et faire quelque chose. Il y avait 2 possibilités. Soit on allait m'amputer de la jambe droite, soit on allait essayer de faire une autogreffe, donc prendre un morceau de ma hanche et le remettre à la place de mon tibia et espérer que la greffe prenne. Et donc, on a été vers cette option-là. Ça a un peu déchiré toute la famille parce que je suis dans une famille où il n'y a que des médecins et des kinés. Chacun avait son propre diagnostic et avis. Enfin, tout ça, ils se sont engueulés dans tous les sens. Enfin, soit. Et donc, là, il s'est passé un truc que je ne pardonnerai jamais à ma maman. C'est que le jour de l'opération, j'étais légèrement sédatée avant de descendre au bloc opératoire, tu sais. J'étais couchée sur mon lit puisque je pouvais plus marcher. Et ma maman a pris ma main et à ce moment-là, elle m'a dit « Écoute, quand tu vas te réveiller, je veux que tu saches que papa et moi, on sera plus ensemble. » Ouais. On a décidé de divorcer. C'était bien le moment. Exactement. Qui fait ça? Personne. Est-ce que c'est bienveillant? Absolument pas. Est-ce qu'une mère dit ça à sa fille avant une opération? Non. Donc évidemment, moi en pleurs, mon père foudrage que ma mère ait dit ça, engueulade dans la chambre, à 5 minutes de l'opération. Voilà, situation complètement folle. Les médecins prennent le lit et je me retrouve couchée sur ce lit d'hôpital à rouler dans les couloirs et tu vois, je voyais le plafond, le faux plafond défiler au-dessus de ma tête à coups de néon et je voyais ma vie défiler, quoi. J'étais en train de me dire, waouh. Donc je vais me réveiller, je vais savoir si j'aurai encore mes 2 jambes, si je vais m'en sortir ou pas et j'aurai mes parents divorcés. Oh, rien que d'en parler, j'ai la voix qui tremble. Je comprends. Donc voilà, l'opération s'est bien passée. Incroyable, j'ai mes 2 jambes. Comme tu vois, voilà. Aujourd'hui, je suis sportive, je vais bien, je m'en suis sortie, je vis normalement. J'ai été évidemment suivie pendant des années pour vérifier que tout allait bien, mais j'ai survécu, quoi. Évidemment, quand je suis sortie de l'hôpital, oui, mes parents étaient séparés et j'avais donc, à partir de ce moment-là, 2 maisons. J'ai resté hospitalisée longtemps et j'ai aussi été déscolarisée un petit temps. Forcément, oui. Ton parcours scolaire? Oui, mon parcours scolaire, du coup, en première humanité, il a été bancal parce que j'ai été retirée du système scolaire pendant des mois et des mois, logique. Et j'étais pas capable d'aller à l'école. Et à l'époque, il y avait pas les mails, il y avait rien.
Donc, Oui. il a fallu se débrouiller avec les moyens du bord et donc on utilisait des stencils. Donc, les copains de la classe prenaient des notes et me les envoyaient par la poste. Trop mignon. Oh, Ou venaient carrément jusqu'à l'hôpital ouais. me les déposer. J'ai plein de profs qui sont même venus à mon chevet me donner des cours. Ils s'enregistraient sur des VHS à l'époque. J'avais une petite télé dans ma chambre avec un lecteur et je suivais des cours par VHS. Et il y a plein de cours par contre qui sont tombés à la trappe. Par exemple, j'ai jamais fait de latin parce que fallait laisser tomber les cours de morale laïque, de trucs, enfin tout ça. Essentiel. On s'est basé sur l'essentiel, mais encore aujourd'hui j'ai des lacunes. Tu vois ressens ça? Ah oui, terrible. Parce que t'as pas genre doublé ta première. Non, ils ont tout fait pour que Donc t'es passée. Je suis passée en deuxième. Mais Et en deuxième, t'as assisté au cours? Oui, j'ai assisté au cours. Oui. Je suis retournée à l'école fin de la première humanité, secondaire, mais avec, dur quoi, dur. Des cours comme les maths, par exemple, j'étais larguée. Et voilà. Humanité, c'est... Oui, voilà. C'était un cap, donc voilà. Ok. Donc tu composes avec cette vie, avec tes parents séparés. Séparés, la maladie, devoir me remettre physiquement, mentalement aussi, parce que c'est quand même un traumatisme de vivre une maladie pareille. Et puis des parents qui divorcent à ce moment-là. Et là, ma maman a commencé à péricliter. On avait une relation bizarre, c'est que je vivais avec elle. Elle me montait le chou contre mon père, donc elle me racontait des trucs horribles. Elle justifiait le fait qu'elle l'avait trompé parce que il s'occupait pas d'elle. Et je voyais mon père comme un monstre. Alors que lui, franchement, avec le recul, il n'avait absolument rien fait. Il subissait un peu ce couple qui n'allait pas. Et j'ai la date en tête, le jour et l'heure. Ma vie a basculé ce jour-là. J'avais 17 ans et demi. 17 ans. Et ma mère me dit... ma mère était avec moi, en fait, plus une copine qu'une mère. Elle faisait des choses qu'une maman ne fait pas. Et toutes mes copines la trouvaient incroyable. Elle nous emmenait en boîte de nuit, donc j'allais au Fuse avec elle. À Bruxelles, tous ceux qui connaissent le Fuse, hein. Pas une super boîte. Ouais, un peu intense. Voilà, un peu intense, voilà, comme tu dis. Elle m'achetait des cigarettes. On roulait des joints ensemble. Ouais. Voilà. Elle allait mal déjà. Elle allait mal déjà à ce moment-là, mais personne ne s'en rendait compte. Elle nous emmenait, mes copines et moi, au ski. C'était la débandade. On buvait de l'alcool. J'ai même une de mes amies, Laetitia, qui va certainement écouter ce podcast, qui a terminé en coma éthylique. Ma mère ne l'a même pas dit à ses parents. Oui. Enfin, toutes des choses comme ça aberrantes. Mais tout le monde trouvait ça, toutes mes copines trouvaient ça génial. J'étais un peu, on va dormir chez Caro, c'est génial. Sa mère, ça va être pumped up. La liberté, la liberté totale. T'as besoin d'un cadre. Mais bien sûr qu'on a besoin d'un cadre. Je lui en veux à mourir de m'avoir laissé faire toutes ces choses-là parce que c'est pas ok. Et donc j'ai 17 ans. Mon meilleur ami de l'époque s'appelle Cédric. On est vraiment super potes. Ma mère l'adore aussi. Elle me dit, écoute, pour les 18 ans de Cédric, qui avait un an de plus que moi, faisons une fête à la maison, tu peux inviter qui tu veux. Évidemment, je dis ça aux autres, à tous mes potes, tout le monde, génial, une fête dans l'appart de la mère et Caro, trop bien. On fait la fête, ma mère est présente, parce qu'elle était copine avec mes copines, tout le monde trouvait ça trop cool qu'elle soit là. Et toute la soirée, je l'observe du coin de l'œil et je la trouve bizarre. Je me dis, elle a pris des médicaments et elle a bu, c'est pas grave. Et je reste sur cette idée-là. Et je vois que mes copines se foutent de sa gueule. Et elle commence à être de plus en plus désinhibée au restant de la soirée et je finis par avoir honte d'elle. Et je me rends compte que elle est plus que bizarre. Elle n'est pas elle-même, mais je remets tout le temps ça sur l'alcool et les médicaments. Je sais à cet âge-là que le mix des deux, c'est mauvais. J'écourte la soirée, je m'arrange pour que tout le monde parte, je me retrouve seule avec elle et comme une maman, moi, je la mets au lit, je la borde et elle s'endort. Je vais dans ma chambre qui est de l'autre côté de l'appartement, je m'endors aussi et à 2h du matin, j'entends du bruit dans le salon, le micro-ondes qui s'allume, qui s'éteint, des portes qui claquent, un aspirateur qui se met en route. Je sors de ma chambre, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, je la trouve à 4 pattes dans le salon, avec son oreille sur une des prises qui est au sol. Et elle me dit, ils sont là. Tu les entends? Ils sont là. Je dis, de quoi tu parles? Ils sont là. Les extraterrestres nous écoutent. Ils sont là. Et elle avait un regard horrible. Les yeux noirs, perçants.
je sais pas, j'ai du mal de l'exprimer, mais un regard de tueur. Enfin, Ouais. et là, je me dis, oula, qu'est-ce qu'elle a? Ça, c'est pas Première fois que tu vois ça. Première fois que je vois ça, mais je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Je la remets dans son lit, de nouveau, je la calme, etc. Je me rendors. Et d'un coup, je suis dans mon lit, couchée sur le dos. Et là, je me suis réveillée avec son visage à ça du mien, de nouveau avec ses yeux de tueuse. J'ai ouvert les yeux, je me suis saisie, elle a attrapé ma gorge. Je sais pas comment je me suis débattue. J'ai réussi à la mettre par terre. Mon premier réflexe a été d'attraper mon Nokia 3310 de l'époque. Heureusement, mon cartable, c'était un dimanche, me disant j'ai école demain. Je sais pas pourquoi. Hein. Il était très tôt le matin. À l'époque, j'avais un abonnement avec, une carte prépayée. Il me restait que quelques unités. Heureusement. J'ai appelé mon père. J'étais dehors. J'ai dit papa, viens me chercher. Maman, ça va pas. Je suis dans la rue. J'ai pris mon cartable et mon téléphone. Je suis à tel arrêt de bus. Viens tout de suite. Mon père est arrivé évidemment dans la seconde. Et directement dans la voiture, je lui ai expliqué et je crois que lui a été le premier à comprendre qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. On est rentré à la maison, on a trouvé des vêtements pour que je puisse me changer vite fait. Mon père à l'époque s'était remis en couple avec une dame plus jeune que lui, elle m'a prêté des vêtements. À l'époque, mon père avait eu un petit garçon qui avait 2 ans. Je me suis retrouvée dans cette maison à devoir me faire une petite place et on est allé à mon club de tennis parce que j'avais demandé à mon père de me changer les idées. Donc on a passé le dimanche à mon club de tennis et j'ai dû appeler chaque personne de ma famille pour les prévenir, maman ne va pas bien. Et j'étais, si tu veux, un peu le porte-parole de tout ça, à leur dire et d'utiliser les premiers mots, maman est devenue folle. Sauf que personne ne me croyait, puisque personne ne l'avait vue et personne ne l'avait entendue, personne n'avait vécu cette nuit. Et quand j'expliquais l'histoire de la nuit horrible que je venais de passer, tout le monde se disait ouais, l'adolescente qui exagère l'histoire, tu vois. Personne ne me prenait vraiment au sérieux et ton papa bien? Mon papa, il l'avait déjà vu? Oui, je pense que mon papa, compagne comme ça? Mais mon papa, je pense qu'il a dû vivre des colères de ma mère dans leur séparation et quand je lui ai expliqué ce qui s'est passé, je pense qu'il a très vite compris qu'il y avait quelque chose, tu vois. T'as cru en tout cas. Il m'a cru tout de suite, ouais. Le lundi, j'étais à l'école et le mardi, j'ai eu un appel de la police me disant que ma mère allait mal, qu'elle était bizarre, qu'il fallait que je vienne. Voilà, donc j'ai été interrogée par la police. Il y avait une sorte d'enquête qui se mettait en place. Et puis à l'époque, là il faut revenir en arrière dans l'actualité, c'était la guerre au Kosovo. Et ma mère s'était mis en tête d'organiser un spectacle de quartier avec des enfants, des adultes, pour récolter des fonds au profit des enfants qui souffraient de la guerre au Kosovo. Donc, en soi, l'idée était mignonne et faisable. Sauf que elle a appâté des enfants du quartier et de l'immeuble dans lequel elle habitait pour organiser ce spectacle. Et en fait, elle les a gardés chez elle 1 jour et demi. Ces enfants avaient entre 7 et 10 ans, ils étaient 3, c'était 2 garçons et une petite fille. Et la police a été tout de suite avertie par les parents de la disparition des enfants. On était post-Julie et Mélissa, Dutroux et tout ça, donc tu penses bien que la police a réagi super vite. Ils ont interrogé tous les voisins et ne me demandent pas pourquoi ils n'ont pas interrogé ma mère. Et donc, les parents cherchaient leurs enfants, ils habitaient au-dessus et en fait les enfants étaient au rez-de-chaussée, chez ma mère. Mon Dieu. Ouais. Ma mère a fini par les laisser sortir. Ils sont bêtement remontés par les escaliers chez leurs parents. Ils ont toqué à la porte. Coucou maman, on est là. En fait, on était chez la madame d'en bas. Évidemment, 1 jour et demi. La police est arrivée chez ma mère directement. Ils l'ont arrêtée. Oui. Moi, j'étais chez mon père. Ils m'ont convoquée. J'ai eu un interrogatoire de 4 heures. Seule. Avec un policier, comme dans les séries, avec une lumière dans la figure, un flic qui me gueule dessus pour avoir des informations, persuadé que j'étais au courant de quelque chose, alors que
J'avais beau lui expliquer toute l'histoire de la semaine d'avant en lui disant ma mère a pété un plomb, je vis chez mon père, je n'étais pas là au moment où il y a eu cette histoire, laissez-moi tranquille. Le fait que vous voulez rien savoir, il avait décidé que c'était grave. Oui. On parle de séquestration d'enfants. Bien sûr. Voilà, ils avaient peur qu'il y ait eu des attouchements sexuels. Les enfants avaient beau dire qu'il y avait rien, ils avaient l'air d'aller très bien même. Évidemment, la police devait faire son travail jusqu'au bout. Et quand ils ont fait une perquisition dans l'appartement de ma maman, ils ont retrouvé un trépied pour mettre une caméra. Oui. Donc, ils ont cru qu'il y avait eu des films pornographiques, quoi, pédopornographiques. Et ils cherchaient donc une cassette VHS. Et donc, la question, c'était où est cette cassette VHS? Et les flics me posaient la question non-stop. Mais moi, j'en savais rien. J'avais aucune idée d'où était cette cassette. J'étais en dehors de toute l'histoire. J'étais même pas là. Et ta maman, elle s'est justifiée? Et ma mère, oui, elle voulait organiser un spectacle. Un jour et demi, oui. Elle était déconnectée. Complètement déconnectée de la réalité. Elle était folle, quoi. De nouveau, qui fait ça? Enfin, c'était pas elle. C'était pas du tout elle. À la base, ma maman, c'était c'était une très belle femme. Je me souviens quand j'étais petite et qu'on rentrait dans les restaurants, par exemple, les gens s'arrêtaient de manger et la regardaient traverser la pièce. C'était une femme blonde, toujours bien habillée, des yeux bleus transparents, une forte poitrine, toujours magnifiquement bien habillée, très drôle, très gentille. Tu vois, quelqu'un que tu croises dans ta vie mais que tu n'oublies pas, parce qu'elle avait une espèce d'aura très positive et elle était kiné et elle avait un business qui tournait super bien. C'est vraiment quelqu'un de bien, et elle est passée de l'autre côté, du côté sombre de la maladie, quoi. Et on n'avait pas encore mis un diagnostic à ce moment-là. On savait pas encore ce qu'elle avait, parce que ça avait été trop vite. Donc elle a été internée. Oui. Et là, tu étais soulagée qu'elle soit prise en charge? Non, parce qu'on savait toujours pas ce qu'elle avait. C'était pas encore clair, tu vois. Je comprenais toujours pas. On comprenait toujours, personne ne comprenait, quoi. C'était. Puis à l'époque, il faut se remettre aussi au début des années 2000, on ne parlait pas de santé mentale comme on en parle aujourd'hui. Le mot burn-out, c'était des choses qui n'existaient, qui existaient, mais dont on ne parlait pas. On ne parlait pas de schizophrénie, de maniaco-dépression. Aujourd'hui, tu ouvres un magazine People, on te dit Richard Gere est maniaco-dépressif. Et c'est tout à fait OK, tu vois. C'est presque... C'est pas banalisé, mais ça fait partie de notre environnement. Oui. Au début des années 2000, ces mots-là n'existaient pas. Je me souviens quand on a mis le diagnostic sur la tête de ma maman et que j'expliquais aux gens, ma maman est maniaco-dépressive, je devais expliquer aux gens ce que c'était. Je voyais bien que les gens me regardaient en disant, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi une dépression? Non, c'est plus que ça. C'est du délire, tu vois. Et donc, les flics cherchaient donc cette cassette vidéo qu'ils ne trouvaient pas. Ouais. Et donc, une fois que les choses se sont calmées, j'avais les clés de l'appartement. J'ai demandé à la police l'autorisation d'aller chercher des vêtements à moi, puisque moi, j'étais partie du jour au lendemain de chez mon père et que j'avais besoin de mes affaires d'adolescente, comme toutes les ados. Tout à fait. Et donc, je suis rentrée dans l'appartement. Un Capharnaüm, quoi. Tout était retourné. Tout était retourné, comme un double cambriolage, quoi. Et ils avaient eu raison, hein. La police, ils rangent pas, évidemment. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais on est dans une série, quoi. On est dans un film. Enfin, c'est un roman policier. Mais où est-ce que je suis, quoi? Et donc, j'ai pris une valise parce que j'avais bien compris que j'allais plus jamais revenir dans cet appartement. Mon père était avec moi et j'ai commencé à remplir la valise d'un maximum d'affaires. Ma vie tenait dans une valise. Et petit détail, je jouais au tennis à l'époque et je voulais retrouver ma petite robe Nike tennis fétiche. Je la trouve pas. Je retourne toutes mes affaires, je la trouve pas. Je passe dans la salle de bain, il y avait une machine à laver. Je me dis, elle est sans doute dans la machine à laver. J'ouvre la porte de la machine à laver, je trouve la robe et la cassette vidéo. Ouais. Et là, je me retourne vers mon père, je dis, papa, j'ai la cassette vidéo que la police cherche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette cassette? C'était une pièce à conviction, on avait tout de suite compris, hyper importante, qui pouvait soit l'inculper de façon très grave, d'actes super graves, et nous emmener dans un tourbillon horrible, toute la famille, soit ne pas la remettre et... Je savais pas quoi faire. Tu l'as regardé? Ouais, exactement. Alors, avec le recul, maintenant, je sais que c'était totalement interdit. Une pièce à conviction, tu dois la remettre directement à la police. On était avec des procureurs du roi, juges de la jeunesse. Enfin, c'était une machine judiciaire lourde et c'est tout à fait normal. J'ai pris la cassette.
Mon père et moi, on est rentrés chez mon père et on a regardé la cassette. J'avais dit à mon père, je veux la voir avant que la police la prenne. Je veux savoir ce qui s'est passé. Mon père essayait de me dire, Caro, tu peux pas faire ça. Tu es censé aller à la police, la remettre directement. J'ai dit non, c'est mon histoire, c'est la sienne, je veux savoir. Ouf, il y avait rien dans la cassette. Et j'ai des frissons. Oui. Il y avait rien dans la cassette, heureusement. En fait, ma mère a pris soin de ses enfants comme des bébés. Oui. Elle les a infantilisés comme si c'était des petits-enfants, comme si c'était ma petite sœur décédée. Non. Elle les a gavés de bonbons, de pop-corn, de crêpes, voilà. Elle leur a fait regarder des Disney. Elle a fait des chorégraphies avec eux. Tu les vois danser sur les chansons des années 2000. Elle a vraiment voulu monter un spectacle. Elle voulait vraiment inviter les parents. Elle voulait vraiment récolter des fonds pour les enfants au Kosovo. Mais dans un délire, quoi. Dans un truc qu'on fait pas. Et quand elle les a laissés sortir, les enfants, tu vois sur la cassette vidéo qu'ils sont bien. Et qui sont pas du tout traumatisés. Enfin, probablement si, mais pas sur le moment. Et donc voilà. On a couru à la police de Molenbeek parce que ma mère habitait là. On est rentré dans le bureau de l'inspecteur en charge de l'enquête. Je lui ai tapé la cassette vidéo sur le bureau comme dans un film et je lui ai dit, tiens, ta cassette que tu cherchais. Après ton interrogatoire de 4 heures avec moi, elle est là. Tu te rends compte un peu que tes gars ont même pas été capables de faire correctement leur travail Julie et Mélissa, quand même. Enfin, c'est quand même fou. Malgré, c'est vraiment, il y avait une faille énorme ils ont retourné tout l'appartement. Enfin, je sais pas. Machine à laver, C'est une ado de 17 ans qui a pensé à ouvrir la machine à laver et à trouver la cassette vidéo. Heureusement, d'ailleurs, sinon l'enquête n'aurait jamais abouti. Enfin, soit. À ce moment-là, ta maman est toujours internée? Ma mère est toujours internée. La machine judiciaire se met en route. Évidemment, les parents portent plainte. Évidemment, tout se calme grâce à la cassette vidéo, à cause du fait qu'elle est diagnostiquée malade, très malade, maniaco-dépressive, avec des phases schizophrènes. Elle est internée. Elle est mise sous tutelle, sous administration de biens, heureusement. Et voilà. Elle est enfermée 3 mois. Le traitement l'aide? Elle se retrouve un peu lucide ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Là, moi, je vis un enfer parce que j'ai droit de la voir. Je vais je vais pas citer les noms. Je suis donc dans un des asiles psychiatriques les plus connus de Bruxelles. Et là, je vois ma maman en camisole de force, avec la boule dans sa bouche, en train de baver, à se taper la tête contre les murs, comme dans les films, quoi, en saignant, en hurlant. Elle voulait me tuer. Elle me hurlait des choses horribles. Enfin, le monstre qui était en elle parlait. Elle avait de nouveau ses yeux noirs. Voilà. Et là, moi, je me prenais tout de face. J'ai eu aucun accompagnement. Aucune prise en charge. De nouveau, à l'époque, on ne le faisait pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des cellules de prise en charge pour les familles, surtout les enfants. Oui, bien sûr. À l'époque, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc j'allais voir ma mère, je ressortais avec ça, quoi. Je ressortais avec ça, avec ces images ultra choquantes, avec des mots horribles à entendre. De nouveau dans l'inconnu de qu'est-ce qu'elle a en fait. C'est quoi la maniaco-dépression? C'est quoi la schizophrénie? C'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle va guérir? Enfin, plein d'interrogations. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Où est-ce que je vais aller? Enfin, je m'étais retrouvée droppée chez mon papa qui avait refait sa vie, qui s'était remarié entre-temps, qui avait eu un bébé. Et moi, j'étais l'adolescente perdue au milieu. Je suis restée 1 an chez mon père et puis j'ai demandé d'habiter seule parce que j'avais besoin de moi, de mon cocon, quoi. Et donc, j'ai 18 ans. 18 ans, ouais. Je suis rentrée à l'UNIF à ce moment-là. Et là, ma vie était rythmée par la maladie de ma mère. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, toutes les semaines. Des appels de la police en pleine nuit, les pompiers. On a retrouvé votre maman nue dans la rue avec un livre d'anatomie en main et un scalpel à expliquer aux passants dans la rue comment elle allait se suicider et quelle artère elle allait couper. Venez la chercher. Comment ça, venez la chercher? J'ai 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, il n'y a pas de place dans les asiles psychiatriques. Il faut s'en occuper pendant X jours jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se libère. Mais moi, je suis aux études.
Puis c'est pas Non, mon rôle. Et puis, ouais, il est c'est pas pas, mon c'est pas. rôle. Heureusement, j'avais évidemment mes tantes, les sœurs de ma maman, ma grand-mère. On s'est un peu relayées comme ça pour l'encadrer. Elle aussi, hein. On a toutes plongé avec elle dans cet enfer. On signait les papiers d'internement. C'est horrible de faire Non, ça, c'est hein. sûr. C'est horrible de devoir signer la prison. Ouais. C'est horrible d'être convoqué par des psychiatres et de devoir décider avec les psychiatres. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde, on la relâche. Elle a enchaîné les conneries comme ça. Elle a mis le feu à un appartement. Mmh. Donc elle a des amis qui ont cru bien faire et qui lui ont prêté un appartement à la mer en lui disant « Vas-y, va un week-end à la mer, Ça fera du bien, ça va te faire du bien, mets tes pieds dans l'eau, etc. » Elle a fait flamber une cafetière Ouais. parce qu'elle voulait faire chauffer son café plus fort. Elle a mis le feu dans la cuisine. Enfin, les gens sont retournés contre nous parce que... enfin, ouais. Elle s'est fait extorquer de l'argent aussi. Il y a des gens qui ont profité de ses délires pour... dès qu'elle sortait, elle était en plein délire. Hein. Tu sais, les gens que tu vois dans la rue, qui parlent seuls, qui crient, qui interpellent Dieu, qui... Ouais, ma mère faisait partie de ces gens-là. Donc des gens qui sont pas assez dangereux pour la être... société, ouais, pour être internés. Pour la société, pour être internés, tout à fait. Autonomes, quoi. Mais qui sont pas vraiment autonomes et qui plongent, tu vois. Chaque semaine qui passait, c'était de pire en pire, parce que chaque semaine faisait une connerie en plus à gérer derrière. Elle s'est fait extorquer de l'argent par un gars qui a été complètement malhonnête, un pisciniste, qu'elle habitait dans un appartement, comme je l'ai dit. Elle a fait venir ce gars en lui demandant de fabriquer une piscine dans son salon. Et ouais, et le gars a fait le devis. Et les gens, ils ont pas de scrupules. Pas du tout. Elle a payé l'entièreté de la piscine que le gars allait construire et le gars s'est barré avec son argent. Enfin, les gens, quoi. Terrible. Ah ouais, ouais. Et il a disparu, on a porté plainte, évidemment, on n'a jamais récupéré les sous. Enfin, voilà. Moi, dans tout ça, j'étais adolescente, j'étais la fille de la folle. Je voyais bien que les gens m'observaient quand je parlais pour voir si moi aussi j'étais pas, tu vois, si j'étais saine d'esprit, tu vois, je voyais qu'on m'observait, que... Voilà, dans le quartier, quand j'allais... là où elle avait fait toutes ces conneries, j'étais la fille de la kiné folle, quoi. Et voilà. Enfin, c'était dur pour moi parce que j'avais rien fait, rien demandé. Je me suis retrouvée dans cette espèce de tourbillon dans l'enfer avec elle, quoi. Elle plongeait, je plongeais avec, en fait. Et pas que moi, ma grand-mère, ma tante, avec. Elle a fait des conneries, enfin je vais pas toutes les raconter, mais sinon le podcast va durer 3 heures, mais c'était ça, c'était l'enfer, quoi. On parle aussi de toi, bien sûr, comment tu te construis, comment t'as... Ben moi à ce moment-là, je suis à l'UNIF. T'es à l'UNIF, t'étudies. J'étudie, j'essaye, j'habite seule. Je Tant bien commence par que mal. faire l'ICHEC, donc c'est des études commerciales. Je fais le premier semestre et puis je suis obligée d'abandonner parce que j'habite seule et qu'il faut que je travaille. C'est ça. Il faut que je job. Et que faire des études aussi poussées et bosser à côté, en fait, c'est pas possible. Donc, je suis obligée d'abandonner. À mon grand regret, c'est encore un truc que je regrette aujourd'hui. Je suis sûre que j'aurais pu réussir et avoir ce diplôme. Donc, je fais les mêmes études, mais un niveau plus bas. Je fais l'EFEC. De nouveau, des études commerciales. Je les réussis les doigts dans le nez. Et l'EFEC étant moins lourd que l'ICHEC, je réussis à jobber à côté. Je fais entre guillemets, du mannequinat, si on peut appeler ça comme ça. Je fais des pubs. Je fais des pubs à la télé, dans les magazines, etc. Ça me permet d'avoir un revenu assez régulier. Je travaille comme hôtesse pour Red Bull, comme plein de gens ont fait. Je traverse la Belgique dans une Mini avec la canette sur le toit. Je distribue, tout le monde l'a fait. Hein. Je distribue des canettes en sortie de boîte de nuit, à Spa-Francorchamps. Chouette quand même. Ouais, trop chouette. Et comme j'étais bilingue, je fais la Flandre aussi, je gagne plein de sous. Voilà, donc financièrement, je m'en sors grâce à ça. Je réussis mes études parce qu'à la fin de mes études, tu sais, on doit faire un stage de quelques mois en entreprise. Et déjà là, on arrive à ma vie d'entrepreneur, déjà à ce moment-là. Ma passion, c'est la mode. Aussi futile que ça puisse paraître, ma façon de garder la tête hors de l'eau dans toute cette histoire, c'est les fringues. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Moi, c'est chacun son truc. Moi, c'est faire du shopping, c'est m'intéresser aux maisons de haute couture, à la fabrication. On y arrive, des fringues et des bijoux.
Voilà, c'est mon petit plaisir, quoi. Ouais. Dépenser mes sous, Oui. être jolie, prendre soin de Oui. moi, être toujours tendance. Mes copines rigolent toujours parce que même pour un pique-nique au bois de la Cambre, j'étais sapée comme jamais parce que j'adorais ça. Enfin, tu vois, Oui, c'était je vois mon très petit bien. plaisir, quoi. Et je fais mon premier stage chez Olivier Strelly. Mmh. C'est une marque belge, pour ceux qui connaissent pas, qui n'existe plus aujourd'hui et c'est triste. Ils étaient fournisseurs officiels de la cour à l'époque. Je me souviens que moi, je m'occupais du vestiaire de la princesse Mathilde, qui aujourd'hui est la reine. Mmh. Je m'occupais aussi du réseau d'agents et eux m'ont proposé un CDD avant la fin de mes études, donc j'étais fière. Bien, oui, Ah ouais, félicitations. trop chouette. Donc j'ai travaillé pour eux, direct, hein, donc j'avais fini mon stage. Moi, j'ai pas eu d'été, hein. J'ai direct au 30 juin, commencé à bosser. Hop, CDD, trop bien, dans une super maison de haute couture Oui, belge, quoi. Une très belle maison. Ah ouais, magnifique. Je vendais les écharpes. Mmh. Ouais, les écharpes Mmh. en laine. J'étais responsable de Je savais ça. pas qu'ils avaient fermé. Ouais, c'est Ouais. fini. Malheureusement, ils ont fait faillite. Ils ont été rachetés par. Enfin, j'ai juste les écharpes sont aux mains d'une maison turque. Ah oui. Ah, c'est plus du tout belge, quoi. OK. Dommage. Mmh. Enfin voilà. Mmh. Après ça, mon contrat s'est terminé et j'ai bossé pour une marque de vêtements que tout le monde connaît, Oui. mais qu'à l'époque personne ne connaissait. J'ai bossé pour Superdry. Ah! Je savais Ouais, pas. avant que ce soit connu. OK. Et mon boulot, c'est marrant, j'avais une énorme valise, un espèce de coffre à roulettes dans lequel il y avait les fameux t-shirts et les sweats que tout Ouais. le monde porte aujourd'hui, Ouais. où il était écrit Osaka en orange, Oui. avec un t-shirt rouge et l'étiquette orange, la fameuse, sur l'épaule. Je me prenais que des portes fermées, Chloé. Les gens me Et quoi, regardaient tu en devais disant... démarcher? Tu devais Oui, trouver je devais des démarcher... acheteurs ou des Non, je devais boutiques? démarcher des OK. boutiques multimarques pour Oui, qu'ils oui, je vois achètent bien. Superdry, tu vois. OK. Ah, Sauf qu'à allez, tu l'époque, personne ne connaissait et les gens trouvaient ça moche. c'était l'époque, Abercrombie ou Voilà, c'est ça. mmh, Un peu avant. un peu avant, c'est ça. Abercrombie allait juste à ce moment-là, en même temps que Superdry émergeait, grâce aux stars. Il n'y avait pas les influenceurs d'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux, c'était les Mmh. magazines. Et à ce moment-là, Superdry a décidé d'envoyer des vêtements aux stars. Et c'est comme ça, comme Abercrombie, avec les casquettes et Ouais. tout ça, Ouais. que ça a explosé. Sauf que moi, je me suis fait virer juste avant. Oh mince. OK. Pas grave, hein, pas grave. Mes chiffres étaient mauvais. Ouais. J'étais Bah pas bon. du tout rentable, forcément. Tout le monde me regardait en me disant, mais t'es sérieuse? C'est quoi ce truc moche? En plus, c'est cher. Ah, c'est vrai que c'était cher. Oui, c'est cher pour l'époque. Ouais. Et voilà, donc je me fais virer, pas grave. Et là, je me fais engager chez Patrizia Pepe, qui est une marque Oui. italienne. Magnifique. Ouais, moi j'adore aussi. Ah ouais. Ils ont un magasin à Anvers aujourd'hui et un magasin avenue Louise à Bruxelles. Et à Uccle, non, ils ont encore? Ouais, Je c'est sais pas ça. s'ils ont encore. Non, ils l'ont fermé. Ils l'ont Ils l'ont fermé. fermé, ouais. Au Verchasseur, ils l'ont Ouais, fermé. ouais. Et là, j'ai vécu mes meilleures années dans le secteur de la mode. C'était Ouais. génial. Ah ouais. J'allais une fois tous les mois, tous les 2 mois au siège à Florence, Mmh. voir les chaînes de production, Ah! les bijoux. On y arrive. Ouais. Les fringues. Et on nous consultait pour savoir, pour notre marché belge, qui fonctionnait super bien, qu'est-ce que vous avez besoin? On nous demandait. Mmh. Oui, tu étais acheteuse, enfin, tu choisissais les Ouais, collections. on aussi, mais tu vois, on avait tellement on était tellement en expansion, on ne devait même pas démarcher de clients. Les clients venaient nous chercher. À l'époque, c'était fou. Ah, j'ai appris plein de choses. Enfin, c'est une marque un peu prestigieuse qui utilisait des très belles matières. J'ai commencé à m'intéresser encore plus à ça. Et les outfits étaient dingues. Enfin, c'est Ouais, ouais. l'Italie, enfin, Ah oui, l'Italie, c'est la ça. mode, enfin, parlons-en 2 secondes. Ils sont les meilleurs. Enfin, Oui. moi, on peut me dire ce qu'on veut. Il y a qu'en Italie qu'on sait faire de la fringue. Il y a qu'en Italie qu'on s'habille bien. Va te balader, même en plein été, en Italie, les gens sont bien habillés. Oui. On parle de Paris, on parle de Londres et de New York. Moi, je trouve qu'en Italie, il y a quelque chose qui se passe qu'il n'y a pas ailleurs. Enfin, soit. Je bosse pour eux, tout se passe bien, génial, nanana. Après ça, j'ai bossé pour IKKS, Mmh. très longtemps. Et chez IKKS, j'ai rencontré mon compagnon actuel. OK. Lui bossait là, moi aussi. On s'est mis ensemble. Et à un moment, on s'est vite rendu compte que bosser dans la même boîte, lui était dans la finance et moi dans le commercial, Mmh. ça n'allait pas ensemble. Mmh. Donc il y a un des deux qui a dû quitter
le navire et c'est moi qui suis partie. Ok. Parce que moi, j'avais un profil hyper facile à replacer. Et en plus avec tes langues et tout. Voilà. Et puis mon background dans la mode, je savais que je pouvais aller ailleurs très facilement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai postulé. En 2 semaines, c'était plié. Et j'ai bossé pour H&M. Ouais. Ça y est, le mastodonte, fast fashion, le gros truc, le gros paquebot. J'étais vraiment là dans le monde corporate, à fond la caisse. Et quand tu bosses dans le fast fashion, tout doit aller vite. C'est un peu un espèce de rouleau compresseur. C'est pareil chez Inditex, chez Zara, etc. Ouais. C'est dur. C'est très, très dur. Et t'avais quelle fonction là? Alors, j'étais dans l'équipe marketing, et je m'occupais du programme de fidélité. Donc, chez H&M, il y a un programme de fidélité. Quand tu achètes, tu cumules des points. Et j'ai dû lancer ça en Belgique et le mettre en place. Donc, j'ai dû former 2500 vendeurs, 89 magasins. Enfin, c'était un gros projet. Et j'ai appris énormément de choses. Et le fait d'être dans la fast fashion, je voyais une autre facette de la mode que je connaissais pas. J'ai appris 1000 choses aussi. J'allais à Stockholm tout le temps au siège d'H&M. Enfin, moi, quand je suis arrivée au siège d'H&M, pour moi, c'était le temple, tu vois, le temple de la mode. Waouh! J'ai croisé le CEO d'H&M, c'était pour moi la rockstar de la mode. Enfin, tu vois, je touchais le Graal. Pour moi, c'était exaltant. J'imagine. D'aller voir les chaînes de production d'H&M, de voir les vêtements, des collections. Les collections, mais je venais de plus petites structures. Là, je voyais des milliers, des centaines de milliers de vêtements défiler sous mes yeux. Enfin, c'était fou. Le Covid arrive. Ok. On est en 2020. Et là, ça fait 10 ans que j'ai plus vu ma maman. Et t'as coupé les ponts? J'ai coupé les ponts. Pourquoi? Parce qu'à un moment, toute cette histoire horrible me tirait vers le bas, si tu veux. Et j'ai pris la décision, après le Xème internement raté, le Xème traitement médical pour elle qu'elle ne prenait pas, la Xème claque de procureur du roi ou de juge de paix qui décide que en fait elle est pas assez malade que pour être internée, qui la faisait ressortir à chaque fois, moi qui devais chaque fois relancer les procédures derrière. Je voyais aussi que ma tante et ma grand-mère, ils en pouvaient plus. Tout le monde s'essoufflait, ma mère aussi. J'ai décidé, j'ai appelé toute ma famille et en 2011, j'ai dit stop. Moi, j'ai besoin de vivre, j'ai envie de faire... Je me choisis. J'ai envie de faire carrière dans la mode, j'ai envie d'être bien. Ma santé mentale aussi compte, il n'y a pas que la sienne. Donc, stop. J'ai changé de numéro de téléphone. Quand la police m'appelait, fini, ils avaient qu'à se débrouiller. Les pompiers, pareil, je voulais plus rien savoir. J'ai plus signé un seul document. Et d'ailleurs, elle a plus jamais été internée après. Son dernier internement, c'était en 2011. Et puis, les 10 années qui ont suivi, elle a périclité. Donc, elle vivait dans cet appartement que ma grand-mère payait à sa place. Elle avait une petite allocation du CPAS pour survivre. Et elle vivait enfermée de tout contact social. Sans doute un peu par honte de ce qu'elle avait fait. J'imagine, je ne l'ai jamais vue, j'en ai jamais parlé avec elle. Elle était un peu en sourdine, si tu veux. On la voyait pas. Personne la voyait. Je crois que ma grand-mère la voyait une fois par an, vraiment pour les anniversaires ou les moments importants. Elle n'était pas suivie sous forme de médicaments. Elle avait pas de suivi médical, rien du tout. Elle passait ses journées à boire du Coca Light, à fumer des clopes et à manger des pizzas. C'est tout. Plus de contact avec personne. Vraiment, elle allait pas chez le coiffeur. Elle faisait ses courses dans la petite supérette qui était au rez-de-chaussée de son appartement. C'est tout. Et donc le Covid arrive. Comme tout le monde, on est enfermé à la maison, elle aussi. Ma grand-mère est enfermée dans son home. À l'époque, elle a 90 ans. Je suis enceinte de Charlie. Je suis hyper contente, je vais être maman. C'était désiré? C'était un projet? On a mis 2 ans à l'avoir, on a eu du mal. Il était là, désiré. Enfin. Ah oui, génial. On allait être parents. Bon, j'ai 39 ans à l'époque, donc il était presque temps, j'ai envie de dire. Super, je suis ravie. Les magasins ferment, H&M me met au chômage, parce que forcément, il n'y a plus de marketing à faire, il n'y a plus de programme de fidélité quand les magasins sont fermés. Oui, chômage temporaire. Chômage temporaire, bien sûr. J'ai le temps de, comme tout le monde, de cogiter. Et là, je me dis, en fait, je suis pas heureuse, moi, là. Tu le sentais, ça? Tu sentais que t'étais pas heureuse? Ouais. Chez H&M ou dans le milieu de la mode? Non, le milieu de la mode restera toujours mon amour. Ça se sent quand tu parles, t'es passionnée.
Oui, encore aujourd'hui, hein. Ouais. Et encore aujourd'hui, je vis que pour ça, j'adore, quoi. Mhm. Faire les magasins, c'est mon sport, quoi. Mais pas pour acheter, hein, pas Ouais, bah, spécialement, regarde. juste pour regarder. Je regarde les matières. Demande-moi Les où il faut acheter le tendances. meilleur t-shirt blanc, parce que c'est un truc, je trouve qu'il Dis-nous faut d'ailleurs. avoir. Dis-nous. Chez COS. Ouais, bah, j'allais dire. Chez COS, c'est J'allais les dire. meilleurs. Chez COS. Ouais, il est Voilà, très beau. il est là. Ouais, il est bien épais, il est Il très ne beau. bouge pas. Ok, C'est rien, COS, voilà. on le COS, sait. retenez ça. Allez chez COS. Et dans toutes les couleurs, même chez les hommes, ils sont très bon. dingues. Mais pourtant, Oui. COS, ça fait partie d'H&M aussi. Oui, hein. oui, 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 tout à fait. Mais quand même, tu vois, je Oui. leur en veux pas. Hein. Non, non. C'est toujours corporate. Ouais, bah oui, quand C'est même pas un un placement peu. de produit, c'est Non, censé pas du être tout, pas du tout. COS, mais COS, Ouais. ouais, bon. On est ok. d'accord, hein. Ouais. Voilà. J'aurais dit COS ou Arquette. Oui, tout à fait. Oui, mais ils sont plus fins chez Arquette. Mhm. Mais COS quand même mieux. Ok, Enfin, très soit. bien. Un meilleur grammage de coton. Faut toujours regarder le grammage de coton. Petit Merci, truc au c'est passage. excellent ces tips. Voilà. Merci. Du coup, je perds le fil. Donc, Donc, le Covid arrive, je suis enceinte. Tu cogites. Voilà, je cogite. Et la question, c'est, il faut annoncer à ma maman que je suis enceinte. Ouais. Voilà. Je dis à mes tantes, moi, je veux pas la voir, je veux pas avoir de contact avec elle, je ne l'appellerai pas, j'enverrai pas de faire part, je veux pas qu'elle sache quoi que ce soit sur moi, je veux pas qu'elle ait mon adresse parce que ça allait recommencer, quoi. Je voulais plus être harcelée, je voulais protéger ma maison, Et ta famille. mon bébé qui allait arriver, voilà. mon cocon. Je veux pas d'elle dans ma vie. C'est horrible, hein, c'est dur à entendre. Il y a des gens qui vont être choqués d'entendre ça. On peut pas juger. Voilà, j'ai vécu des choses tellement dures que je voulais la garder à distance. Point barre. C'est comme ça. Ma famille a évidemment essayé de me convaincre. Caro, tu vas devenir maman. Elle va devenir grand-mère. Il faut la mettre dans le processus. Il faut qu'elle te voie enceinte. Non. Moi, c'était un no-go. Ma tante lui a annoncé que j'étais enceinte. Elle a dit, elle a à peine réagi. Elle a dit, ah oui, c'est bien, tu la féliciteras de ma part, voilà. Elle lui a dit, je devais être enceinte de 4 ou 5 mois à ce moment-là. C'est important à retenir pour la suite de l'histoire. J'accouche en septembre 2020, Covid, avec un masque, Accouchement dur ou... Ouais, très long. Très, très dur, traumatisant un peu d'ailleurs. On est enfermé à la maternité, hein, parce que c'est le Covid, on peut pas sortir, on n'a pas de visite, on pouvait pas se voir. Hein, je suis seule avec mon mari, mon bébé. Au moins ton mari était là. Il était là, heureusement. Je fais partie des. Oui, j'ai une pensée pour toutes les mamans qui ont accouché seules parce que l'horreur. Enfin bon, accoucher avec un masque, c'était quand même pas facile. Ouais. Moi, j'ai pu l'enlever. Ça. Oui. Mais ouais. Dur, quoi. Enfin bon, voilà. Soit. On annonce à ma maman que j'ai accouché. Je n'ai toujours pas pris contact avec elle. On est donc en septembre et en novembre, je me souviendrai de ça toute ma vie, je suis dans la chambre de mon petit garçon, en train de jouer avec lui, en congé maternité. Mon téléphone sonne, c'est ma tante, la sœur de ma mère, et elle me dit « Caro, tu es où ?» Je suis chez moi avec mon bébé. Je crois qu'il se passe quelque chose de très grave avec ta maman. J'étais la seule à habiter Bruxelles. Il faut qu'on aille à son appartement. La police est sur place. J'avais compris. Ouais. J'avais compris. Le mot n'avait pas été dit, mais j'avais compris. J'arrive sur place, effectivement, ambulance, police. La police m'arrête à l'entrée. Je dis, je suis la fille de Evelyne. Oui, vous pouvez monter, mais vous pouvez pas rentrer dans l'appartement. Je suis montée, je suis arrivée dans le hall, et si tu veux, dans le hall, il y avait là à droite l'appartement de ma maman, à gauche l'appartement des voisins. Les flics m'ont fait rentrer dans l'appartement des voisins directement. Il y avait un espèce de champ blanc, enfin un drap. J'avais compris, hein. Fallait pas me dire. T'avais ton bébé avec toi ? Non. Je l'avais laissé à mon mari. Là, mes 2 tantes étaient présentes. J'ai vu qu'elles pleuraient. J'avais compris. Ma maman était morte. Il fallait, à ce moment-là, comprendre ce qui s'était passé. Donc, un médecin légiste est arrivé sur place. Ils ont fait une analyse. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, voilà, on ne sait pas vous dire. On ne sait pas si c'est une mort naturelle ou un suicide. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'elle est couchée dans le hall de son appartement, en chien de fusil, en position fétale, si tu veux. Oui. Elle a aucune trace de souffrance, donc elle n'a pas le visage crispé, pas les poignets serrés, ni les jambes crispées. On pense qu'elle s'est tout simplement éteinte. Elle est extrêmement maigre, extrêmement affaiblie. Et là, j'ai répondu, je veux la voir. Et les médecins m'ont dit, hors de question que vous la voyez. Ça fait plusieurs jours qu'elle est là.
Ouais, une décomposition. Voilà, le corps est décomposé, vous allez être traumatisé, il est hors de question que vous la voyez. J'ai commencé à insister. Mes tantes ont essayé de me raisonner en disant « Non, surtout pas, Caro, on va pas se rajouter ça en plus de toute l'histoire que... Garde l'image. Garde l'image que t'as eue d'elle. » J'ai dit « Mais l'image que j'ai d'elle, c'est quoi ? C'est... Les seuls souvenirs que j'ai de ma maman, c'est pas des bons souvenirs, hein. C'est des trucs horribles. » Enfin, je vais pas revenir dessus, mais voilà. J'ai besoin de la voir. Et bon, finalement, le médecin n'a pas voulu. C'est un peu quelque chose, ça paraît un peu glauque comme ça, mais je sais pas pourquoi j'avais l'impression que ça allait être le point final de l'histoire, tu vois. T'avais besoin pour J'avais besoin, et ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Ils ont enlevé le corps, et là ils nous ont dit voilà, maintenant vous pouvez avoir accès à l'appartement. Oh, non. Tu vois, ce qu'on voit parfois à la télé, dans les séries ou les reportages, souvent aux États-Unis, où ils font venir des équipes pour nettoyer des endroits insalubres. Je veux bien le voir. Bah voilà, c'était ça. Son appartement était dans un état. J'ai des photos dans mon téléphone, je les regarde souvent et je me dis ça c'est vraiment l'image de sa vie, quoi. Elle avait des pièces entières dans lesquelles elle avait plus sorti ses poubelles. Jusqu'au plafond, il y avait des boîtes de pizza de chez Domino's Pizza. Je sais pas pourquoi. Et en fait, après j'ai eu accès à ses comptes et à ses relevés de compte. Et j'ai vu que depuis le moment où on lui a annoncé que j'étais enceinte, jusqu'au jour de sa mort, donc il y a eu, elle se nourrissait plus. Elle faisait que, de nouveau, fumer des cigarettes, boire du Coca Light et manger des pizzas. Elle avait tout accumulé à l'intérieur de son appart dans une pièce. Il y avait des cafards, des rats, c'était dégueulasse. Il y avait de la pourriture partout, des vêtements. Elle avait plus fait ses lessives depuis des mois. Enfin, c'était dégueulasse, quoi. Et on s'est retrouvés là avec mes tantes au milieu de cet appartement à se dire waouh. Elle est plus là, mais en fait, oui, en fait, elle est encore là, quoi. Il y a encore tout ce bordel, quoi. Donc il a fallu tout nettoyer. Alors c'était le Covid. J'aurais pu faire appel à une entreprise de nettoyage. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout fait toute seule. Oui. En plus en postpartum, tu venais d'avoir un enfant. Je venais d'avoir un enfant et comme j'avais eu un sale accouchement, j'étais pas physiquement super top. Donc à coups de sac poubelle, d'eau de javel, de gants, de masques. Même pas l'odeur. Horrible. Ma famille est venue m'aider. Mon papa, qui n'avait plus rien à voir dans l'histoire, est venu m'aider. Et on a retapé cet appartement, surtout pour les voisins qui pouvaient pas supporter l'idée déjà qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Les cafards, tout ça. Enfin, on avait des problèmes avec la copropriété, donc très rapidement on a tout fait désinfecter. Et j'ai retapé cet appartement. Vous louiez ou c'était à vous ou c'était à elle. Donc j'ai hérité de l'appartement et maintenant il y a des locataires dedans. Crois-moi bien que je déteste aller dans cet immeuble. Dès qu'un locataire m'annonce je pars, c'est ma hantise. Parce que je dois retourner dans ce lieu où elle est morte déjà. Qui est chargé, exactement. Je déteste. Et je sais que les voisins, je lui ressemble très fort à ma mère physiquement. Donc quand j'arrive... Tu m'as dit c'est une belle femme, blonde, grande, je me suis dit... oui, c'est gentil de me le dire. Mais enfin... je lui ressemble très fort et par exemple je supporte pas de pas me maquiller parce que quand je suis pas maquillée je lui ressemble quand elle est malade, tu vois. Et quand je suis maquillée je lui ressemble quand elle était jolie. Donc si je dois aller chercher un pain le matin quand je viens de me lever, je me maquille. Je supporte pas mon image pas maquillée. Ça c'est des choses qui me sont restées, quoi. Donc voilà, elle est... Toi, comment tu te sens avec ça, avec son décès? Suicide ou pas, en fait, au final, ou suicide lent, en final. Sur son acte de décès, il est mis suicide. Écoute, s'est laissé mourir. Elle s'est laissée mourir. Et c'est quelque part un suicide, de plus se nourrir. Comment je me sens? Très bonne question. Au moment où elle est décédée, tout le monde pleurait. Pas moi. Mais j'ai pas pleuré une seule fois. Une de mes amies qui est psychologue m'a dit « Caro, il faut que tu pleures, en fait. Enfin, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être triste. » Est-ce que j'ose dire que ça a été un soulagement? J'imagine que tu vas me poser la question. Oui. En fait, ça a été un soulagement pour elle. Pour son âme, pour tout. Elle a été malheureuse toute sa vie. En fait, je pense que la maniaco-dépression, elle l'a eue depuis toujours. C'était latent. Et plus les années ont passé, plus les traumatismes sont arrivés dans sa vie, la perte de son enfant, moi qui étais gravement malade, le divorce de mes parents, enfin...
tout a été un enchaînement, tout a été des petits déclencheurs, tu vois, de la maladie qui a été de plus en plus... Puis les 10 dernières années de sa vie, vivre reclus dans un appartement, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Elle était malheureuse. Elle a été malheureuse toute sa vie. Donc, tu sais, l'expression qu'on dit « repose en paix » n'a jamais pris autant de sens que dans son cas. Tu vois ? Vraiment, je lui souhaite qu'aujourd'hui, où qu'elle soit, et peu importe les croyances de chaque personne qui écoute ce podcast, je souhaite qu'aujourd'hui, elle soit bien, qu'elle soit reposée, loin de cette maladie, et qu'elle puisse enfin, peut-être là où elle est, j'espère qu'il y a quelque chose après la mort, qu'elle soit tranquille. Oui, apaisée. Ouais, apaisée. Et toi, en tant que jeune maman, comment on se construit en mère, avec ce nouveau rôle de mère, quand on n'a plus sa propre mère Tu sais, déjà, quand tu deviens maman et que 2 mois après, tu perds ta propre maman, c'est terrible. Hein, parce que tu découvres le rôle de maman. À ce moment-là, tu réalises tout ce que tes parents ont fait pour toi. Tu sais, tous les sacrifices qu'ils ont faits, les nuits blanches, tout ça. Tu réalises à quel point c'est prenant le rôle de parent. Et moi, je me souviens, je regardais mon père et avec presque de l'admiration. Il dit « Waouh, t'as fait ça, chapeau ». Je le vis pour le moment... c'est trash quand même d'être pas... Enfin, c'est très gai, hein. Bien sûr. Pardon, hein. Non, bien sûr. Pas que tous les parents peuvent comprendre. Oui, c'est tous les le plus beau parents. rôle, mais c'est dur. C'est dur. Oui. Faut le dire. Aujourd'hui, en 2025, on en parle. Oui, on en parle. Avant pas. On édulcorait beaucoup le rôle de parent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. C'est pas facile. Non. Mais c'est dingue aussi. C'est la plus belle histoire d'amour. Bien sûr. Je pense que ma maternité soigne la petite Caroline. Tu vois? Oh, Ouais, arrête, c'est plus dans j'ai larmes aux yeux. Le fait d'être devenue maman. Mais bien sûr. Pardon. Excuse-moi pas. Ça me permet de me soigner, moi, quoi. Pardon. Non, t'inquiète pas. Je comprends. Tu vas me chauffer. Non, ça va. Ça va. J'essaie d'être la meilleure maman du monde. J'élève mon enfant en lui offrant tout ce que je peux. Dans les limites du raisonnable. Hein. Je suis pas non plus... J'en ai qu'un, je sais que j'en aurai jamais un deuxième, malheureusement. C'est ma grosse déception. J'aurais voulu construire une vraie grande famille que j'ai jamais eue. Mais je suis heureuse d'être maman. Et je me sens mieux depuis qu'elle est plus là. C'est horrible, hein, mais elle est mieux là où elle est. Je suis mieux là où je suis aujourd'hui. Bien sûr. On n'en souffre plus. Elle me manque pas. Elle me manque pas parce que pour moi, elle est morte quand elle a pété son plomb en pleine nuit après la soirée avec mes amis. C'est à ce moment-là que son corps était là, mais sa tête plus. Ma maman est décédée à 18 ans, quand j'avais 18 ans, quoi. Et je l'ai jamais retrouvée. Et la personne qui était là, c'était une personne malade qu'il fallait soigner, qui faisait des conneries, qu'il fallait encadrer. C'était un peu un électron libre. C'était une charge. C'était une charge terrible. J'imagine. Ouais. Moi, j'en veux au monde entier. J'en veux au système judiciaire qui n'a jamais vraiment pris son cas au sérieux. On séquestre des enfants, on laisse pas cette personne sortir. Ils l'ont laissé sortir. J'en veux au système, j'en veux aux psychiatres, j'en veux au dernier psychiatre qui, en 2011, le jour où j'ai décidé de ne plus m'en occuper, m'a regardé et m'a dit dans le blanc des yeux « C'est vous qui êtes malade, mademoiselle, vous devez la laisser tranquille. » Oui. Mes tantes étaient là dans la salle, elles ont hurlé sur le médecin. « Vous n'avez pas le droit de lui dire ça. Cette jeune fille n'est pas malade. La patiente, c'est Evelyne, c'est pas Caroline. » Oui, voilà. J'ai du mal avec les psychiatres et les psychologues. Je n'ai jamais vu un psy de ma vie. Alors que, bordel, j'en aurais eu besoin. J'ai du mal avec ce métier parce que je n'ai croisé dans ma vie que des gens qui n'ont pas su soigner ma maman. Comment je vais aujourd'hui ? Bien. Si je devais revoir ma maman normale, la voir quelque part sans sa maladie, je lui dirais dans le blanc des yeux presque merci. Parce qu'elle m'a endurcie d'une manière incroyable. Depuis toute petite, j'ai dû me débrouiller toute seule. Depuis toute petite, je me suis fait à manger, j'ai fait mes lessives, j'ai dû gagner ma vie très jeune, j'ai dû réussir mes études toute seule, j'ai dû m'éduquer seule. J'ai des lacunes dans certaines choses qui font rire parfois les gens. Je découvre encore aujourd'hui à 43 pardon, des légumes que j'ai jamais mangés, des endroits où j'ai jamais été. Par exemple, je sais pas nager, je sais pas rouler à vélo aujourd'hui. Enfin,
Tu vois, j'ai Ouais. j'ai des choses qui me suivent et qui sont pas graves, mais qui sont là quand même. Et dans ma vie d'entrepreneur, ça m'a donné une envie incroyable de réussir. Raconte-nous un peu l'histoire de Oh, Tango Charlie. ça Donc, c'est on mon remonte au bonheur. Covid, Ouais, on remonte au postpartum. voilà, La ma plus maman heureuse, t'as un décède. petit garçon. Voilà, j'ai retapé Magnifique. l'appartement, ça y est, Ok, c'est derrière c'est bon. moi. Enfin, c'est derrière moi, Oui, ça ne le sera j'entends, jamais. Mais je veux dire, pourquoi t'as pas vendu? je sais pas pourquoi j'ai pas vendu. Parce que ma grand-mère a payé cet appartement pendant que ma maman était malade. Elle s'est saignée pour que Oui, ma maman soit pas espèce SDF. d'héritage, voilà. Tu vois, ma maman, tu sais, les gens que tu vois dans la rue qui sont fous, c'est des gens qui ont perdu le fil mentalement, mais aussi de façon sociale et financière. Ouais, bien sûr. Et ma grand-mère avait peur que ma mère devienne une de ces personnes. Et donc, pour sauver sa fille, elle a payé le crédit hypothécaire jusqu'à ce que l'appartement soit remboursé. Il restait que quelques années, mais elle l'a fait. Et donc, quand moi, j'ai hérité cet appartement, je me suis dit, je peux pas le vendre. Tu vois, c'est Oui, bien sûr, bien sûr. c'est le combat de ma grand-mère. Elle est toujours vivante, ma grand-mère, aujourd'hui. Hein. Et elle s'occupait de moi comme une maman, comme ma maman. Elle en a vu, elle aussi. On a une relation incroyable. Hein. Elle est dans un home loin de chez moi. Je vais la voir toutes les semaines. Je l'aime de tout mon cœur, quoi. Si le jour où elle va partir, ça va être pour moi un déchirement. Et je sais que ça va arriver. Et ça va être horrible. Enfin. Ok, donc tu gardes l'appartement. Je garde l'appartement. Je lance Tango Charlie. Donc attends, mais pourquoi les bijoux? Pourquoi tu t'es mis à créer, quoi? Quand ma maman est décédée, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois heureuse. Ok, oui. Je me suis dit, voilà, elle est plus là maintenant stop. Okay. Il faut que je sois heureuse. Je veux avoir 40 ans. Oui. J'en ai marre, là. Il faut que je suis maman. Il faut que je sois épanouie. Le monde corporate de la fast fashion, je n'aime pas. Ok. C'est trop pour moi. Je suis dans un rouleau compresseur. Ils ont fait une restructuration chez H&M et on était toujours en Covid, donc j'étais en Zoom. J'avais 4 têtes devant moi, le CEO, la responsable RH, ma boss et moi. Ils m'ont annoncé, voilà, tu fais le programme de fidélité, mais on te rajoute 2 fonctions en plus parce qu'en fait, on a viré 80 personnes. Et là, j'aurais dit, mais en fait, les gars, vous comprenez pas. Moi, je viens d'être maman. J'allais justement vous contacter pour ralentir, pour faire un petit 4/5e tranquille. Et vous me rajoutez 2 fonctions avec des chiffres dans c'était je passe les détails, mais des trucs sur lesquels t'es sur Excel tout le temps. Et comme j'ai expliqué, j'ai des lacunes à cause de mon histoire quand j'étais malade. J'ai des lacunes en maths terribles. Et moi, être devant Excel et faire des chiffres toute la journée, mais laisse tomber. Donc je leur ai dit non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ils m'ont dit mais t'as pas le choix. J'ai dit si, j'ai le choix. Je démissionne. Ah oui. Et ils m'ont fait mais non. Et là mon mari était là. Enfin il était dans le non. Caro, non. On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, bébé. Non. Puis en Belgique, soyons clairs. Oui, tu démissionnes, t'as rien. T'as rien. T'as pas de chômage, t'as rien. Mais moi je réalisais pas ça du tout. Et donc, le lendemain matin, parce que j'ai démissionné en milieu d'après-midi, le lendemain matin, j'ai dû tout ramener. Mon laptop, mon iPhone, tout. J'avais plus rien. Je me suis retrouvée, le siège de H&M était place de la Monnaie à Bruxelles, à De Broeke. Je me suis retrouvée au milieu de la place de la Monnaie. J'avais l'impression d'être à poil. Il me restait mon sac à main, j'avais plus rien. Donc j'ai été acheter un iPhone, parce que j'avais plus de téléphone. Ah non, j'avais plus rien. J'ai acheté un ordinateur, parce que j'avais plus rien. Et là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit de but en blanc à mon homme, je vais lancer une marque de bijoux. Lui est dans la finance. Hein. Ouais. Donc lui, les Excel, les plans financiers, tu vois le truc. Hein. Je vois bien le truc. Et c'est la base. J'avais pas fait ça. Il me regarde et me dit, Caro, on est en plein Covid. Tu viens d'avoir un enfant et tu vas lancer une marque de bijoux. Honnêtement, t'as pas d'argent. T'as démissionné. T'as pas de parachute. Enfin, je veux dire, t'as pas de revenus. Faut payer la crèche, le crédit de notre maison. T'as plus de voiture. Tu réagis comment, toi, à tout ça? Et moi... Ouais, de toute façon, c'est décidé. Gros clash dans mon couple. Ouais, j'imagine. Parce que lui, pragmatique, et il avait raison. Il est comme mon mari. Et quand je raconte cette histoire, il y a plein de nanas comme moi qui me disent « Ah oui, comme mon mari, c'est marrant ». Et c'est bien. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te recentre. Il en faut un qui te dise « Eh oh. » Gros clash dans notre couple, évidemment, parce que lui, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et en plus, j'avais aucune expérience. Et moi, je lui sors, oui, je vais lancer un webshop. T'as jamais fait de webshop de ta vie? T'inquiète, je vais y arriver. Je vais faire des posts Instagram et des campagnes avec des influenceurs. J'ai bossé avec ces influenceurs pendant 20 ans. Elles me doivent bien ça. Oui, bien sûr.
Elles vont le faire gratuitement. Bon, après, t'étais quand même dans le monde du marketing. Oui, oui. Quand même beaucoup Et j'avais les connaissances contacts. là-dessus. J'avais les numéros de téléphone de toutes ces nanas. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ok, Je les ai raconte-nous, appelées. raconte-nous. Attends, donc là, ton mari te dit quoi? Ok, va faire tes petits bijoux. Mon mari me dit, il est fini par lâcher prise. Ouais, Après la énième super. engueulade, il me dit, écoute, fais ton truc et on fait un deal. Je lui dis, voilà, j'ai X milliers d'euros sur mon compte épargne. Pas grand-chose, hein, Chloé, vraiment pas grand-chose. Laisse-moi dépenser cet argent pour payer la crèche, le crédit hypothécaire, nos dépenses de tous les jours. Je ne te demande pas d'argent à toi. J'investis Bien. mes épargnes en moi-même. Bien. Tu n'as rien à dire. Bien. Il me dit, ok. J'adore. Deuxième chose, laisse-moi 1 an. À partir d'aujourd'hui, on se note la date. Si dans 1 an, je ne me suis toujours pas versé de salaire, si je ne suis toujours pas rentable et tu vas m'aider à piloter Bien le sûr. côté financier de Tango Charlie, si ça ne fonctionne pas et qu'on est à la conclusion que laisse tomber, ça n'ira pas, on arrête. Et je reprends un travail. Et je reprends un travail et je retourne dans le monde corporate et c'est ok. Ok. Deal? Deal. Ça a calmé mon couple, Ouais. mais là, j'ai eu une rage de m'en sortir. Mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'argent. Il fallait bien vivre de quelque chose, il fallait bien s'en sortir, il fallait bien payer les factures. Comment tu fais? Par quoi tu commences? Je contacte les influenceuses, je contacte la presse. D'abord, tu crées tes bijoux. Je crée mes bijoux, je lance une collection sur un coin de table, vraiment. Ouais, j'imagine. Dans mon chez toi. salon, dans mon salon. Ouais. Avec 2-3 chaînes, 2-3 pendentifs. Je commence directement à faire les joncs que j'ai ici. C'est mon best-seller. Ouais. Ça se vend. Et les compétences, tu les avais? Alors, comme j'ai bossé dans la mode des années et que j'ai cette passion pour la mode, je m'étais aussi intéressée à comment on fabrique des bijoux. Je regardais pendant des heures des vidéos sur les YouTube et tout ça. Voilà, j'avais jamais fait ça. C'est incroyable. J'avais jamais vraiment fait ça. Oui, je chipotais. Okay. Je bricolais des bijoux. Je en offrais à la Noël à mes copines. Nanana. Tout le monde trouvait ça très beau, mais jamais je m'étais dit oh, je vais lancer une marque. Jamais. Ça m'est venu au moment où j'ai démissionné, au moment où ma mère est décédée. Au moment où t'as accouché. Au moment où j'ai accouché, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai mon truc. Tu sais, comme quand toi, t'as lancé Audace. Ça, oui, c'est l'épiphanie, c'est le gut feeling. Tu sais pas expliquer. Non. Tu le sais. Mais voilà, souvent on me demande, toi, ton podcast, c'est un hobby. Je dis, en fait, non, moi, j'ai toujours vu comme un business. Oui. En fait, c'était jamais je passe beaucoup de temps parce que c'est un hobby. Non, en fait, ça doit marcher. Ah, clairement. Mais alors, tu sais, à ce moment-là, t'as les dents qui raient le parquet, hein. T'es capable de tout. Ah, mais moi non plus, je dormais plus. Et j'avais 1000 idées à la seconde, l'envie de lancer plein de trucs. Et j'étais très créative. Donc, et mes collections, j'ai tout de suite senti ce qui fonctionnait. Ok. J'ai tout de suite senti quel bijou allait fonctionner. Après 6 mois, j'ai été rentable. Grande fierté. Quand mon homme m'a dit dans tous ses graphiques, ça y est, on a atteint le point de rentabilité. Yes. Ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent. Non. On est d'accord. Break-even, quoi. Break-even. Ouais. Déjà pas mal. 6 mois, c'est déjà pas mal. Pareil pour Audace. Allez, maintenant, on va lâcher un peu de l'Est. Tu vas faire 1 ou 2 campagnes avec des influenceuses. T'as tel budget. J'appelle les influenceuses qui me disent, Caro, t'es gentille, mais c'est quoi ce budget? Bon, allez, je le fais quand même. C'est pas du gifting, tu payes directement? Je paye. Okay. Je sais d'expérience que le gifting, ça marche pas. Je paye. Et ça marche. 1 campagne, 2 campagnes, 3 campagnes, 10 campagnes, 1 article de presse, 2 articles de presse. La presse qui s'intéresse à cette petite blonde folle qui a lancé une marque pendant le Covid alors que sa mère est décédée, ça marche aussi. C'est pas moi qui les contacte, hein, c'est eux qui viennent me chercher. J'ai fait la couverture de l'ADH. Wow. J'étais dans le Flair, dans plein de magazines, enfin bref. Mon histoire parle. Parle à ma clientèle aussi. C'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Et j'essaye de pas trop parler de ma maman. C'est la première fois que j'en parle avec autant de détails. J'en parle mais un tout petit peu, tu vois, parce que j'ai pas envie de baser tout le marketing de ma marque sur mon horrible histoire. Tu vois, je me dis, ça fait partie de moi, mais les gens doivent pas savoir ma vie privée. Je montre pas mes vacances, pas mon fils, pas mon mari, pas ma maison. Je parle de ma vie d'entrepreneur. De maman. C'est super bon tuyau aussi. Ouais. Parce que souvent on me demande qu'est-ce qu'on doit montrer. Mais moi, la première, qu'est-ce que je montre? Tout, pas tout, tu vois. Alors moi, mon conseil, c'est que, j'en suis la preuve, on peut réussir sans montrer son resto, ses vacances, ses copines, ses sorties en boîte, même si j'en fais pas, mais voilà. Moi, je parle un peu du sport parce que le sport fait partie de mon équilibre d'entrepreneur. Voilà. Donc depuis le début, tu te dis. Instagram, en tout cas, les réseaux, c'est important de montrer mon image, aussi une figure derrière la marque. Tout à fait, et je montre mes galères. Ouais, bien. Ça s'appelait à fond. Les gens aiment sur les réseaux sociaux qu'il y ait une petite histoire. Donc je leur raconte, mon fournisseur m'a envoyé un colis avec, j'invente, 2000 € de marchandises, UPS a perdu le colis, je suis dans la merde, et je raconte l'histoire. Tu vois,
Ouais. Ça commence comme ça. Je me rends compte que ça fait des En vues. face cam. En face cam, je directement. suis très naturelle. Parce Et que ça a beaucoup de mais, valeur maintenant. ouais. Mes clientes me disent, quand elles m'écrivent, j'adore vous suivre, je ne loupe aucune de vos stories, j'aime bien savoir la suite. Et donc, je me rends compte que la vie d'entrepreneur, de maman entrepreneur, ça parle aux gens. Tu vois? Absolument. Mais, Absolument. et tu parles du dark side et du chouette côté aussi. Enfin, Flexibilité aussi, tu en voilà. parles? Oui, Tu bien dis, sûr. Je raconte que je bosse jusque minuit, je me filme en Oui, travaillant bien sûr. jusque minuit, tu vois, et que je me lève le lendemain à 7h parce que mon fils doit aller à l'école et que c'est OK. Je suis pas fatiguée parce que j'ai bossé pour moi, c'est une autre fatigue, Oui. c'est un autre stress, c'est un autre kick, enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Chaque minute que tu travailles, je vais dire un truc très, voilà. Quoi, cheesy? Non, très branché argent, mais moi j'aime gagner de l'argent. Ah oui. Pardon. Non, c'est pas moi que ça choque. Hein. J'aime gagner du C'est vrai que fric. l'argent, c'est important. J'aime voir mon chiffre d'affaires augmenter. J'aime sûr. voir ma marge stable. J'aime voir mon EBITDA positif. J'aime me verser mon petit salaire. Mon salaire. Tu vois, c'est un mot important, ça. L'argent que j'ai gagné. Pas que quelqu'un me verse. J'ai l'impression de me récompenser, tu vois. Bien sûr. Je gagne pas énormément d'argent avec Tango Charlie, très honnêtement, même si ça fonctionne très bien. Mais c'est gai. Oui. C'est bien gai de sûr, se c'est un dire que accomplissement. j'ai bossé jusque minuit, mais ça a payé. Ouais. J'ai pas fait un foutu Excel pour H&M jusque minuit, ça changera rien à mon salaire. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Ici pas. Tu Bien vois? sûr. J'ai ouvert C'est un concret, pop-up c'est pendant très, une semaine ouais. dans telle ville. OK, j'ai découché pendant une semaine parce que j'ai dû prendre un hôtel, j'ai pas vu mon fils. Je suis crevée, mais j'ai gagné plein d'argent. J'ai vu mes clientes, c'était génial. J'ai rigolé avec elles. Elles m'ont raconté des anecdotes avec mes bijoux. Tu vois? Oui, bien sûr. Ça fait sens, quoi. Ça... Tout fait sens. Je revis, Chloé, avec Tango Charlie. Je peux dire que depuis seulement 5 ans, je suis heureuse. C'est triste, quelque part, de dire ça. Parce que le restant de ma vie, j'étais pas heureuse. J'avais pas de famille. T'avais des moments de bonheur, mais t'étais pas fondamentalement heureuse. Voilà, j'étais pas ancrée dans quelque chose, tu vois. J'avais pas vraiment de famille. Maintenant, j'en ai une. Ouais. J'avais un boulot, mais c'était pas celui qui me correspondait à 100%. Aujourd'hui, ça y est. T'as tout construit. Hein. Ouais. T'as construit ta famille, t'as construit ta carrière. Et finalement, toute l'histoire horrible que je viens de raconter, j'ai envie quand même de le terminer sur une note positive. Ça a été pas une super école, mais ça m'a forgé un caractère de dingue. Tu vois, je suis une putain de bosseuse, une vraie, quoi, tu vois. Je me démène, je suis sur tous les fronts. Les gens qui me connaissent, ils disent, mais comment tu fais pour tenir le coup? Mais en fait, c'est mon kick, quoi, c'est ma vie. Quand Tango Charlie va pas bien, je vais pas bien. Quand Tango Charlie va bien, je vais bien. Comme mon enfant. Quand mon fils Charlie va pas bien, c'est pareil. Tu vois, on est une seule personne, une seule entité. Et même si la vie a été dure pour moi, j'en ai pris que le positif. J'ai laissé derrière moi le négatif et... Oui, t'aurais pu te laisser aller avec ça. J'aurais pu mal tourner, hein. J'aurais pu tomber sur un sale type, tu sais, bien sûr. ou des sales personnes, ou mal tourner, ou me laisser aller, tu sais, j'aurais pu... La dépression aurait pu aussi, toi, avec tout ce qui... Complètement. J'aurais pu... faire une grave dépression, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Tu sais, ça c'est... Propre à chacun. Ouais, propre à chacun. Où est-ce qu'on peut trouver les bijoux Tango Charlie? Sur mon webshop, sur mon site, sur Instagram, évidemment. Je mettrai en description tous tes liens, bien sûr. C'est très gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Mon rêve d'entrepreneur. Oui. Je le dis ici, comme ça, si ça arrive un jour, on se reverra. Avec plaisir. Pour parler de peut-être la réalisation de ce rêve. Mon rêve, c'est d'ouvrir une boutique atelier. Waouh! Ouais. Je rêve de ça, je ne le fais pas. Pourtant, je pourrais. Financièrement, je pourrais. Au niveau de la structure de Tango Charlie, je pourrais le faire. Je ne le fais pas parce que le retail, pour le moment, se porte mal. Ouvrir un magasin maintenant, il faut être fou. Voilà. Les frais sont trop élevés. Ouais, les frais sont trop élevés. La zone que je vise en plus en Belgique est devenue particulièrement chère et il faut avoir le bon emplacement. Le bon emplacement, je ne l'ai pas. Oui, la localisation, je pense que c'est vraiment pour tout. Dans le prêt-à-porter, je crois que tout ce que j'écoute là-dessus, c'est vraiment, on est d'accord, vraiment très important. Je pense que tous les entrepreneurs que tu as rencontrés dans ton podcast t'ont dit la même chose. Oui. Moi, surtout dans le monde du prêt-à-porter. Tout à fait. C'est la clé. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Mon rêve, c'est de trouver l'emplacement, de le signer
et d'ouvrir un jour une boutique atelier. Je sais qu'il y a plein de mes clientes qui vont entendre ça et qui vont dire « Oh, enfin, trop hâte !» Oui, alors on s'emballe pas. Il y a rien. Pour l'instant, il y a rien et ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est OK. Affaire à suivre. Oui, je me mets aucune pression. Pour l'instant, je vis ma best life d'entrepreneur. Laissez-moi ce petit kiff. Laissez-moi vivre ma meilleure vie. Laissez-moi être maman. Tu vois, Ouais. laissez-moi kiffer les premières années de la vie d'un enfant. Et j'ai envie d'être la meilleure maman du monde. Ça demande du temps. On ne sait pas être partout en même temps. Je te rejoins à J'ai 100%. pas du tout envie de sacrifier ces bons moments avec mon fils maintenant parce qu'ouvrir un magasin, c'est sacrifier le week-end. Sacrifier des soirées aussi parce que tu fermes à 18h30, 19h, le temps de rentrer, ton enfant va dormir. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une nounou. Je comprends. Voilà, c'est pas le moment. Ni dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle. Ça viendra. Mais c'est mon rêve. Donc on signe maintenant. Prochain podcast, j'espère. On espère ou pas, mais ce sera peut-être avant. Il y aura ou peut-être on parlera d'autres choses. Hein. Il y aura peut-être un autre rêve, mais en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir dit ton histoire avec autant de sincérité et d'authenticité. C'est moi. Vraiment très, très touchant. Je ne pouvais pas être plus moi. Merci Caro, merci beaucoup. Avec plaisir et merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si le témoignage de Caroline t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi, à une amie, à une sœur, à une collègue, parce que son histoire mérite d'être entendue. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est de t'abonner dès maintenant sur ta plateforme d'écoute et de laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, audace.podcast, audace avec un O, pour réagir à l'épisode et pour découvrir aussi les prochains invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.